Le 7 juillet 1937, l'air humide de l'été chinois vibrait au-dessus des anciens murs au sud-ouest de Pékin. Sous la faible lumière d'une lune partielle, des soldats de l'armée impériale japonaise ont effectué des manœuvres nocturnes près du pont Marco Polo, une structure en pierre construite au XIIe siècle, célèbre pour avoir impressionné les explorateurs européens il y a des siècles. Des lanternes vacillaient entre les arches du pont et les ombres se fondaient dans les arbres qui bordaient la rivière Yongding. Pendant des mois, les Japonais avaient utilisé n'importe quel incident frontalier pour justifier de nouvelles positions militaires dans le nord de la Chine, et ce soir ne serait pas différent. Un coup de feu retentit dans l'obscurité. On ne savait pas d'où cela venait. Les Japonais affirmèrent qu'un de leurs soldats avait disparu et demandèrent la permission d'entrer dans la ville fortifiée de Wanping pour le rechercher. Les autorités chinoises ont refusé. C'est à ce moment-là que 2000 ans de tensions non résolues se sont transformés en guerre ouverte. Le Japon avait stationné son armée de garnison chinoise dans la région sous prétexte de protéger les intérêts japonais en Mandchourie et les concessions internationales. Mais en réalité, il s'agissait de forces prêtes à agir de manière autonome. Le commandant japonais, le général Masakazu Kawabe, ordonne la mobilisation de troupes supplémentaires tôt le matin. La Chine, de son côté, avait installé des garnisons pour défendre Pékin, mais ces unités manquaient d'artillerie moderne. Le général Song Jae-yuan, qui était responsable de la défense, a essayé de négocier, conscient que ses troupes ne pouvaient pas faire face à une guerre ouverte. Cependant, les événements ont été précipités. En quelques heures, les Japonais ouvrent le feu sur les positions chinoises. La Chine a répliqué. Les étincelles du premier combat ont illuminé les pierres séculaires du pont qui avait été un symbole de communication culturelle pendant des siècles et qui est devenu le détonateur de la plus grande guerre de l'histoire de l'Asie. Le généralissime Chiang Kai-shek était loin de là, à son quartier général de Nankin, lorsqu'il reçut la nouvelle. Pendant des années, il avait essayé d'éviter une confrontation directe avec le Japon, donnant la priorité à l'élimination des communistes à l'intérieur du pays. Mais la pression populaire et la fierté nationale ne permettaient plus de concessions. L'opinion publique chinoise, enflammée d'indignation nationaliste, exigea une résistance. Chiang a envoyé une déclaration à l'ensemble du pays. S'il n'y a pas de paix dans le nord, il n'y aura pas de paix dans le sud. Si nous cédons maintenant, la nation périra. Les troupes chinoises dans le nord commencent à renforcer leur position autour de Pékin et de Tianjin. Pendant ce temps, le Japon mobilisa des unités supplémentaires en provenance de Corée et de Mandchourie. Bien qu'officiellement les deux gouvernements aient déclaré qu'ils négociaient, les armées étaient déjà en mouvement. Les combats s'intensifient à la mi-juillet. Le Japon a utilisé sa supériorité aérienne pour bombarder les positions chinoises, marquant l'une des premières campagnes aériennes systématiques de la guerre. Les bombardiers Mitsubishi G3M ont largué des explosifs sur les lignes défensives chinoises, provoquant des incendies visibles à des kilomètres de distance. Les troupes japonaises, équipées de mitrailleuses légères de type 96 et d'artillerie moderne, progressent avec une discipline mécanique. Les forces chinoises, composées en grande partie de soldats ruraux dotés de fusils Mauser obsolètes, se sont retranchées sur les murs de Wanping, résistant assaut après assaut. Le 11 juillet, une force japonaise tente de traverser la rivière pour encercler les troupes chinoises, déclenchant des combats de maison en maison dans les villages voisins. La population civile a commencé à fuir vers le sud, chargeant ses effets personnels dans des voitures de fortune. Pékin, centre historique de la civilisation chinoise, est devenu de facto une ville assiégée. Le gouvernement japonais assura aux puissances occidentales qu'il s'agissait d'un incident local qui serait bientôt résolu. Mais le déploiement militaire a prouvé le contraire. En quelques jours, plus de 150 000 soldats japonais étaient en marche vers le cœur de la Chine. La Chine a déclaré qu'elle défendrait toutes les villes du nord. Cependant, la différence technologique était épouvantable. Le Japon disposait de chars légers de type 89, d'artillerie lourde et d'une supériorité aérienne. La Chine dépendait de soldats mal entraînés et de volontaires mobilisés à la hâte par le sentiment patriotique. Les histoires de paysans qui ont quitté les champs pour prendre les armes, persuadés que la lutte déterminerait le destin du pays, se sont multipliées.
Le 28 juillet, les Japonais lancent une attaque massive sur Pékin et Tianjin. La ville de Langfang est tombée en quelques heures. L'artillerie japonaise bombarde les murs de Pékin, tandis que son infanterie avance en formation serrée. Le général Song Jae-yuan, après avoir tenté de résister, a été contraint de battre en retraite. Pékin a été occupé le 29 juillet. Il n'y a pas eu de cérémonie de reddition. Les troupes japonaises entrèrent par la porte Zhenjiang, les drapeaux impériaux flottant au vent. L'ancienne capitale de l'Empire chinois était désormais sous contrôle étranger. Mais la chute de Pékin n'a pas arrêté la guerre. Au contraire, elle l'a intensifiée. Le Japon espérait qu'une victoire rapide forcerait la Chine à négocier. Chiang Kai-shek a réagi en ordonnant la mobilisation totale du pays. Le 15 août 1937, dans une allocution radiophonique, il déclare « J'aimerais mieux me sacrifier 1000 fois que de céder un pouce de territoire ». Avec ces mots, le conflit a cessé d'être un incident frontalier et est devenu une guerre totale. Le Japon adopte alors une stratégie d'avancées multiples. Par le nord, il occuperait le Hebei et le Shandong. Depuis Shanghai, il contrôlerait la côte est. De Mandchourie, il fermerait le siège. L'objectif était de détruire le gouvernement chinois en quelques mois. La propagande japonaise affirmait que la Chine serait libérée du chaos interne et réorganisée sous un nouvel ordre panasiatique. Cependant, la réalité était un projet de domination militaire. Les ordres du haut commandement japonais étaient clairs: sécuriser les villes clés, détruire la capacité de résistance chinoise et établir des gouvernements collaborationnistes. L'expansion japonaise a provoqué une vague d'indignation internationale. Les États-Unis ont condamné l'agression mais ne sont pas intervenus. La Société des Nations a émis une protestation mais n'a pris aucune mesure concrète. Le monde a regardé mais n'a pas agi. Pendant ce temps, en Chine, des millions de civils ont commencé à se déplacer à l'intérieur des terres. Les routes étaient remplies de réfugiés fuyant les bombardements. Des familles entières sont allées dans les régions rurales en quête de sécurité. Le pays le plus peuplé du monde est devenu le théâtre d'une guerre totale. Le Japon espérait une victoire rapide. La Chine, divisée par des factions rivales, était loin de présenter un front uni. Mais l'attaque japonaise a eu un effet inattendu. Elle a généré une vague de patriotisme qui a uni paysans, soldats, intellectuels et marchands sous un seul mot d'ordre: résister. Chiang Kai-shek quitta la capitale provisoire de Nanjing et s'installa à Wuhan, d'où il dirigea la guerre. Les usines ont été déplacées à l'intérieur des terres. Les universités se sont déplacées vers les refuges de montagne. La guerre ne serait pas une série de batailles, mais une lutte pour la survie nationale. Le Japon avançait avec une confiance mécanique. La Chine a répondu par des sacrifices humains. C'est ainsi qu'a commencé la guerre qui allait consumer le continent asiatique pendant 8 ans et changer à jamais l'équilibre des forces dans le monde. Sur le pont Marco Polo, une étincelle nocturne a illuminé le début du conflit le plus sanglant entre deux nations asiatiques de l'histoire moderne. Un conflit qui ne pouvait plus être arrêté par la diplomatie, la peur ou le temps. La poussière de la première bataille flottait encore lorsque les chars japonais commencèrent à se déplacer vers le sud. L'alliance forcée, le deuxième front uni. En 1936, la Chine n'était pas préparée à faire face à une guerre totale contre le Japon. Le pays était fracturé par des guerres internes, divisé entre les nationalistes du Kuomintang et les communistes de Mao Zedong. Les deux camps s'étaient engagés dans des campagnes sanglantes pendant près d'une décennie. Chiang Kai-shek, chef du gouvernement nationaliste, estimait que les communistes représentaient une menace plus dangereuse que le Japon. Pour lui, il doit d'abord pacifier l'intérieur avant de résister à une agression étrangère. Cette politique a conduit à des campagnes d'extermination contre les régions contrôlées par le Parti communiste, forçant Mao à entreprendre la longue marche vers le Sichuan, laissant des milliers de morts à chaque étape. Mais alors que Chiang persécutait les communistes, l'expansionnisme japonais progressait sans relâche. L'invasion de la Mandchourie en 1931, la création de l'État fantoche du Mandchoukuo et les demandes croissantes dans le Nord ont montré que le Japon ne s'arrêterait pas. Le peuple chinois a crié à la résistance. Les villes ont été inondées d'affiches patriotiques, de poèmes révolutionnaires et de chansons appelant à l'expulsion de l'envahisseur. Chiang ignora ce sentiment populaire.
En décembre 1936, il prend la décision de lancer une nouvelle offensive contre les communistes à Yan'an, convaincu que Mao doit être détruit avant l'inévitable conflit avec le Japon. C'était le mouvement stratégique qui allait changer le destin de la Chine. Le général Zhang Zueliang, ancien seigneur de guerre du Nord-Est et héritier du territoire perdu de Mandchourie, avait combattu les Japonais en 1931 et avait vu son pays tomber sans que le gouvernement central n'envoie de renfort. Pour lui, la passivité de Chiang était une trahison. Forcé de combattre les communistes plutôt que de regagner sa patrie, Zhang prend une décision désespérée. Le 12 décembre 1936, dans la ville de Xi'an, ses troupes encerclèrent la résidence de Chiang et le firent prisonnier. Il s'agit d'un coup d'État sans précédent. Le chef de l'État chinois, capturé par son propre général dans le but de le forcer à changer le cours de la nation. Chiang, vêtu de vêtements de nuit, a été conduit dans une grotte sur le mont Li. Il neigeait dehors. Le général ravisseur lui présenta deux options: former une alliance avec les communistes pour combattre le Japon ou faire face à la mort. Chiang refusa de bouger. Il insistait sur le fait que le communisme était la principale menace. Mais le pays était au bord de l'effondrement. Des délégations d'intellectuels, d'officiels et de chefs religieux ont envoyé des messages appelant à l'unité. Pendant ce temps, Mao regardait les événements se dérouler depuis Yan'an. Il savait que la capture de Chiang pourrait déclencher une guerre civile totale ou, pour la première fois, unir la Chine. L'Union soviétique, alarmée par la croissance de la puissance japonaise en Asie, intervint diplomatiquement. Staline a envoyé des instructions directes à Mao: ne pas exécuter Chiang. La priorité n'était pas la révolution communiste en Chine, mais d'arrêter le Japon, qui menaçait les intérêts soviétiques en Mandchourie et en Sibérie. Mao a accepté de négocier. Chiang a subi des pressions psychologiques confronté à sa responsabilité historique. Zhang Zueliang lui a donné des lettres d'officiers tombés en Mandchourie, des témoignages de familles de réfugiés et des témoignages de soldats tués sans jamais recevoir le soutien du gouvernement central. L'impact émotionnel a été dévastateur. Le 25 décembre 1936, Chiang signa un accord secret. Il acceptait de cesser la guerre contre les communistes et d'unir ses forces contre le Japon. C'est ainsi qu'est né le Second Front uni. Zhang Zueliang livra personnellement Chiang aux autorités de Nanjing et fut emprisonné pour le reste de sa vie. Son sacrifice a scellé l'alliance. Chiang a conservé le pouvoir, mais sa politique a été forcée de changer. En janvier 1937, le Kuomintang annonce la suspension de la guerre civile. Mao répondit en déclarant que le Parti communiste soutiendrait le gouvernement national dans la résistance au Japon. La nouvelle coalition est fragile, construite sur la méfiance. Les nationalistes craignaient que les communistes ne profitent de la guerre pour étendre leur influence. Les communistes craignaient que le gouvernement nationaliste ne les trahisse dès que le Japon serait vaincu. Cependant, tous deux savaient que la confrontation avec l'Empire japonais nécessitait toutes les ressources disponibles. Mao et Chiang commencèrent à coordonner leurs opérations. Les troupes communistes ont été nominalement intégrées dans l'armée nationaliste sous le nom de 8e armée de route et de nouvelle 4e armée, bien qu'elles aient conservé leur structure indépendante. La propagande nationale appelait à l'unité. Dans les villes, des rassemblements ont été organisés au cours desquels d'anciens ennemis politiques se sont tenus la main devant des foules, scandant « Sauvez la nation de l'extinction ». Pendant ce temps, le Japon continuait d'avancer. Depuis Tokyo, le haut commandement observe avec inquiétude l'alliance entre nationalistes et communistes. Pour les responsables japonais, l'union de la Chine représentait un obstacle inattendu. Le général Iwan Matsui a écrit dans un rapport confidentiel: « Si la Chine parvient à surmonter ses différences internes, notre campagne sera longue et coûteuse. » Mais l'empereur Hirohito approuva les plans d'expansion, convaincu que la victoire japonaise était inévitable. Les services de renseignement japonais ont sous-estimé la détermination de la Chine. En juillet 1937, lorsque l'incident du pont Marco Polo s'est produit, le deuxième front uni commençait tout juste à se consolider. De nombreux officiers nationalistes considéraient encore les communistes comme des traîtres. Dans le nord, les troupes communistes ont commencé à organiser des guérillas dans les zones rurales. Mao a ordonné de ne pas affronter l'armée japonaise de front, mais de l'épuiser par des tactiques d'embuscade, de destruction des lignes d'approvisionnement et de capture d'armes.
En revanche, Chiang Kai-shek a opté pour la guerre conventionnelle, utilisant ses meilleures unités pour défendre des villes stratégiques. Cette division stratégique fera la différence dans les années qui suivent. L'annonce de l'Alliance a unifié le pays en surface, mais en réalité, elle a créé deux réseaux de pouvoir parallèles. À Chongqing, le gouvernement nationaliste établit sa capitale provisoire. À Yan'an, Mao a fondé un État communiste autonome avec des écoles, des usines et des hôpitaux clandestins. Les deux camps ont prétendu se battre pour la libération nationale, mais chacun a préparé le terrain pour dominer la Chine après la guerre. Alors que Chiang cherchait à obtenir une reconnaissance internationale, Mao cultivait le soutien des paysans. Tous deux savaient que la guerre contre le Japon serait longue. Tous deux se préparaient à la guerre civile qui allait s'ensuivre. La nouvelle du deuxième front uni a fait le tour du monde. Les journaux de New York, Londres et Moscou ont célébré l'unité chinoise comme un acte héroïque face à l'agression impériale. Mais à Tokyo, la réponse était différente. Le haut commandement japonais a conclu que la seule façon de contrôler la Chine était de détruire complètement sa capacité de résistance. La guerre locale s'est immédiatement transformée en guerre nationale. Les ordres donnés aux commandants japonais sur le continent étaient clairs: occuper les grandes villes, détruire les armées chinoises et soumettre la nation entière par la force. À l'été 1937, deux armées qui avaient cherché à s'exterminer l'une l'autre s'alignent maintenant sur le même front. Sur le fleuve Yangtze, des navires évacuent des diplomates étrangers. À Shanghai, des soldats ont creusé des tranchées entre les gratte-ciels coloniaux. Dans les villages du Nord, les paysans brûlaient leurs récoltes pour que les Japonais ne les utilisent pas. La plus grande guerre d'Asie était sur le point de commencer dans toute son ampleur. Et bien que les nationalistes et les communistes combattent sous la même bannière, l'avenir de la Chine se décidera non seulement sur les champs de bataille contre le Japon, mais aussi dans la rivalité latente entre ceux qui partagent la même tranchée. Les troupes du Kuomintang marchèrent sur Shanghai, tandis qu'à Yan'an, Mao Zedong proclamait que la guerre contre le Japon serait l'édification d'une nouvelle Chine. Le deuxième front uni était déjà en place. La guerre totale avait commencé. La bataille de Shanghai, le sacrifice des troupes d'élite. Le 13 août 1937, Shanghai était une ville animée par la vie et les tensions. Les tramways circulent entre les gratte-ciels art déco, les boîtes de nuit sont encore ouvertes, les banques étrangères opèrent sous pavillon britannique et américain. Mais sous cette façade cosmopolite, des milliers de soldats chinois étaient déjà retranchés entre les avenues, prêts à transformer la métropole la plus riche d'Asie en premier grand champ de bataille moderne du continent. Chiang Kai-shek avait pris une décision risquée: engager l'armée japonaise dans une bataille urbaine frontale, confiant que la résistance héroïque de Shanghai forcerait les puissances occidentales à intervenir. Au lieu de se retirer à l'intérieur des terres, comme le conseillent de nombreux généraux, il décide de concentrer ses meilleures divisions dans la ville, même s'il sait que l'ennemi possède la supériorité aérienne, navale et d'artillerie. Il s'agissait d'une tentative désespérée de reconnaissance internationale. Les forces chinoises déployées à Shanghai étaient les meilleures que le Kuomintang pouvait offrir. Les divisions allemandes s'entraînaient sous la supervision de conseillers envoyés par le général von Seeckt. Équipées de casques d'acier, de canons anti-chars, d'artillerie lourde Krupp et de fusils Mauser, ces unités avaient une formation et une discipline occidentale inconnues dans la plupart des armées chinoises. Le commandant était le général Zhang Zhizong, qui avait juré de défendre la ville avec toute la goutte de sang disponible. La première attaque chinoise a pris par surprise les Japonais, qui se trouvèrent dans le secteur international de Shanghai avec des forces limitées. L'armée expéditionnaire japonaise ne s'attendait pas à une offensive frontale chinoise. La bataille a commencé par des échanges d'artillerie près de l'aérodrome de Hangzhou, où le premier tir chinois aurait été tiré personnellement par un officier qui savait que l'affrontement définirait le moral de toute la nation. Le gouvernement japonais a réagi en envoyant immédiatement des renforts du Japon et de la Corée. Les navires de guerre commencèrent à bombarder la côte du Huangpu. Depuis les airs, les bombardiers japonais attaquaient les positions chinoises avec une précision dévastatrice. Cependant, au cours des premières semaines, les troupes chinoises ont réussi à tenir leur ligne et même à reprendre certains bâtiments clés du district nord. C'était une bataille sans précédent en Asie. Tranchées creusées dans l'asphalte, barricades érigées avec du mobilier d'hôtel colonial,
combat au corps à corps dans les salles de danse abandonnées du Shanghai Club. Les pertes se comptaient par milliers par jour. Les Japonais, perplexes face à l'intensité de la résistance, envoyèrent le général vétéran Matsui Iwan, avec l'ordre direct de l'empereur d'écraser la ville à tout prix. La bataille dura 3 mois. Le ciel de Shanghai était assombri par la fumée des explosions. Les bâtiments modernes sont devenus des forteresses de fortune. Chiang a misé tout son prestige sur cette lutte. Les observateurs étrangers ont écrit dans leurs journaux intimes que la bataille rappelait Verdun ou la Somme. Pour la première fois, la presse mondiale a commencé à parler de la guerre en Chine comme d'un conflit mondial. Mais les espoirs chinois d'une intervention internationale s'évanouissaient. Aucune puissance occidentale n'était disposée à défier militairement le Japon. Les grandes démocraties se limitaient aux protestations diplomatiques. Certains épisodes de la bataille sont devenus légendaires. Le plus célèbre s'est produit le 26 octobre 1937, lorsque seuls 414 soldats chinois, connus sous le nom de défenseurs de l'entrepôt de Sihang, ont résisté à l'assaut japonais pendant 4 jours pour couvrir la retraite de l'armée principale de l'autre côté de la rivière Suzhou. Devant des journalistes étrangers qui regardaient depuis la zone internationale, ces hommes, dont beaucoup n'avaient ni munitions ni nourriture, ont hissé un drapeau chinois fait de couvertures cousues par des étudiants. Depuis les bâtiments voisins, des résidents étrangers ont regardé avec des jumelles les soldats repousser vague après vague d'attaques. Chaque nuit, les blessés étaient descendus avec des cordes dans le quartier international pour recevoir une aide médicale neutre. Cette défense est devenue un symbole de la détermination chinoise, diffusée par la radio dans tout le pays. Chiang ordonna que leur nom soit inscrit dans l'histoire. Mais Shanghai ne pouvait pas tenir indéfiniment. Les forces japonaises, renforcées par la 3e division d'élite, réussissent à débarquer près de Jinshan et à percer les défenses chinoises par l'arrière. Le 26 novembre, le front chinois s'effondre. La retraite est devenue une course à la survie. Les rues étaient remplies de cadavres. Des milliers de civils ont été pris au piège des flammes. Les troupes japonaises, voyant dans la chute de Shanghai un prélude à la victoire totale, marchèrent vers l'ouest, le moral enflammé. Pour la Chine, la bataille avait été une défaite militaire, mais une victoire morale. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une armée asiatique n'avait pas fui devant la machine de guerre japonaise, mais l'avait ouvertement défiée et avait tenu pendant 77 jours. La bataille a fait plus de 250 000 morts. Les divisions d'élite allemandes furent pratiquement anéanties. Le Kuomintang a perdu beaucoup de ses meilleurs officiers. Chiang Kai-shek, lorsqu'il reçut le rapport final, fondit en larmes. Il savait qu'il avait sacrifié le plus précieux de son armée, mais il savait aussi que ce sang avait fait gagner du temps pour mobiliser le reste du pays. Shanghai avait été le bouclier de la Chine, bien qu'à un coût insupportable. Après sa chute, la route de Nanjing était ouverte. L'armée japonaise avançait avec une confiance absolue. Les ordres du haut commandement étaient clairs: prendre la capitale chinoise et détruire la volonté de résistance de l'ennemi. Tandis que les troupes japonaises déployaient leurs colonnes motorisées dans la plaine du Yangtze, Chiang Kai-shek donna un ordre secret: abandonner Nanjing et déplacer le gouvernement à Chongqing. Certains de ses généraux refusèrent d'évacuer. Ils croyaient que la défense de la capitale était un devoir patriotique. Chiang savait ce qui allait arriver. Dans son journal, il écrit « On se souviendra du sacrifice à venir pendant 1000 générations. » Les survivants de Shanghai, épuisés, mal armés et poursuivis par les avions japonais, ont marché des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Les villages chinois, les voyant passer, leur offrèrent du riz, de l'eau et des vêtements, même en sachant que cela en faisait la cible de représailles japonaises. La guerre n'était plus un conflit entre armées. Maintenant, c'était une lutte pour la survie de toute une nation. Le fleuve Yangtze reflétait le feu des villes bombardées, alors que les derniers défenseurs traversaient leurs ponts vers l'ouest, suivis par des colonnes de réfugiés marchant sans savoir que la véritable horreur n'avait pas encore commencé. La chute de Nanjing est le massacre le plus brutal d'Asie. Le 1er décembre 1937, le haut commandement japonais donne l'ordre final. L'armée doit s'emparer de Nankin, la capitale de la République de Chine, et anéantir toute résistance. La ville, fondée en tant que capitale impériale des siècles plus tôt, était un symbole d'unité nationale. Sa chute a eu pour but de démontrer au peuple chinois la futilité de résister. Pour Tokyo,
Il ne s'agissait pas simplement d'occuper une ville, mais de détruire la volonté d'un peuple. Les troupes japonaises, enhardies après la victoire de Shanghai, avancent avec une férocité alimentée par une propagande militaire, les exhortant à punir sans pitié un ennemi considéré comme racialement inférieur. Le général Matsui Iwan, commandant de l'offensive, reçut des instructions directes de l'empereur Hirohito. Leur division se déplaçait comme un engrenage implacable. Le long des routes menant à Nanjing, les villages ont été rasés les uns après les autres. Des groupes de réfugiés qui tentaient de s'échapper ont été mitraillés depuis les airs. Les survivants ont été rassemblés dans des camps de fortune et exécutés en masse. L'armée japonaise poursuit une politique de terreur absolue, convaincue que semer la panique hâtera la reddition chinoise. Les unités avancées se sont affrontées pour atteindre la capitale en premier, déshumanisant l'ennemi et transformant la campagne en chasse. Chiang Kai-shek comprenait que la défense de Nankin serait symbolique plutôt que stratégique. Il a ordonné au gouvernement d'évacuer la ville et de se déplacer vers Wuhan. Il nomma le général Tang Shengzi, commandant de la garnison, avec pour mission de combattre jusqu'au bout. Mais l'armée chinoise a été brisée. De nombreux soldats qui avaient survécu à Shanghai marchèrent maintenant sans munitions, pieds nus, avec des blessures non soignées. Malgré cela, des tranchées ont été creusées autour de la ville. Les cloches des temples ont retenti, appelant les civils à se mettre à l'abri. Nanjing, une ville d'1 million d'habitants, est devenue un entonnoir de réfugiés arrivant de l'Est. Les rues étaient pleines de familles transportant ce qu'elles pouvaient sur des brouettes et des vélos, à la recherche d'une échappatoire qui n'existait plus. Le 10 décembre, les Japonais commencèrent l'assaut. L'artillerie lourde a ouvert le feu depuis les collines environnantes, transformant les anciens murs en cascades de pierres pulvérisées. Les avions ont bombardé des hôpitaux, des gares, des ministères et des écoles. Les autorités chinoises ont décrété la loi martiale. Les stations de radio diffusaient des marches patriotiques, entrecoupées d'avertissements d'une attaque imminente. Entre-temps, un groupe d'étrangers, composé de missionnaires, d'hommes d'affaires et de médecins, a décidé de rester dans la ville pour créer la soi-disant zone de sécurité, une bande de quelques kilomètres carrés où ils espéraient protéger la population civile. Parmi eux se trouvait John Rabe, un homme d'affaires allemand et membre du parti nazi, qui utiliserait son appartenance au Reich pour tenter de freiner la brutalité japonaise. Le 12 décembre, les défenseurs ont commencé à faire défection en masse. Les ordres de retrait n'ont pas été correctement communiqués et des milliers de soldats chinois ont fui en désordre vers le fleuve Yangtze. Les navires qui étaient censés les évacuer ont été coulés par des bombardiers japonais. Les soldats qui n'ont pas pu s'échapper ont enlevé leurs uniformes et ont essayé de se fondre dans la population civile. Lorsque les Japonais entrèrent dans la ville le 13 décembre, ils trouvèrent une ville sans défense. Les troupes impériales commencèrent immédiatement une opération systématique d'extermination. Le massacre de Nanjing s'est déroulé avec une férocité sans précédent. Les troupes japonaises reçurent des ordres non écrits mais bien compris, ne pas faire de prisonniers. Les soldats chinois capturés, même ceux qui s'étaient rendus pacifiquement, étaient alignés sur les rives du Yangtze et mitraillés par milliers. Les corps ont été jetés dans la rivière ou brûlés. Les Japonais utilisaient des baïonnettes pour économiser des munitions. Certains officiers organisaient des compétitions macabres pour voir qui pourrait décapiter le plus de prisonniers dans le plus bref délai. Dans un journal intime retrouvé après la guerre, un officier japonais a écrit « Du sang a formé des canaux entre les pavés. Il n'y avait nulle part où mettre le pied à part un corps. L'exécution des soldats a été suivie de pillages systématiques. Les maisons ont été incendiées. Des civils ont été traînés dans les rues. Les femmes, quel que soit leur âge, sont victimes de viols collectifs. Des témoignages ultérieurs ont fait état de filles de 8 ans et de femmes de 70 ans maîtrisées à plusieurs reprises par des groupes de soldats. Beaucoup sont morts de leurs blessures, d'autres ont été tués pour effacer les preuves. Des hommes soupçonnés d'être d'anciens soldats ont été sommairement exécutés. On estime que 300 000 personnes ont été tuées en 6 semaines. Le fleuve Yangtze, qui avait été un symbole de vie et de commerce, est devenu un cimetière continu. Les eaux étaient teintes en rouge. La zone de sécurité est devenue le dernier refuge. John Rabe, utilisant le drapeau nazi, a affronté des officiers japonais et a tenté de sauver des civils. Les missionnaires américains ont organisé des hôpitaux de fortune. Les églises étaient remplies de réfugiés surpeuplés.
Mais même ce domaine n'a pas été pleinement respecté. Chaque nuit, des patrouilles japonaises arrivaient et emmenaient de force des femmes. Les archives de l'époque décrivent les cris qui résonnaient entre les bâtiments. L'ambassadeur japonais a été informé des atrocités, mais Tokyo a répondu que la discipline sur le champ de bataille est une question militaire. Aucun mandat d'arrêt n'a été émis contre les pillages. Le général Matsui s'est rendu dans la ville à la fin du mois de décembre. Il a trouvé des rues jonchées de cadavres, des chiens errants se nourrissant de corps mutilés et des bâtiments en ruine. Les temples bouddhistes étaient remplis de restes humains. Matsui, malade et fiévreux, murmura à ses officiers que l'armée avait apporté une grande honte à l'Empire. Cependant, il n'a pas ordonné l'arrêt des exécutions. Les meurtres se sont poursuivis pendant des semaines. L'occupation japonaise a établi un régime de terreur continu, avec des exécutions quotidiennes, des arrestations massives et du travail forcé. Le gouvernement de Chiang Kai-shek, maintenant réfugié à Wuhan, a utilisé la tragédie pour galvaniser la résistance. Les journaux ont publié des comptes rendus des meurtres. Des photographies de corps entassés dans les rues ont commencé à circuler clandestinement. Le massacre de Nanjing est devenu un symbole de la barbarie japonaise et un cri de ralliement pour tous les Chinois, nationalistes et communistes. La reddition n'était plus une option. La guerre s'est transformée en une lutte pour la survie de la nation chinoise. Pour le Japon, la chute de Nanjing ressemblait à une victoire totale. Ces généraux pensaient qu'ils avaient brisé l'esprit de la Chine. Mais alors que les corps brûlaient encore dans les faubourgs de la ville, Mao Zedong proclama depuis Yan'an que le peuple chinois sortira de l'océan de sang pour expulser l'envahisseur. Le haut commandement japonais célébra avec des banquets à Tokyo. La peur, la haine et le feu ont clairement montré que la guerre venait de commencer. De la fumée s'échappait encore des ruines de Nanjing lorsque les colonnes japonaises commencèrent à marcher vers Wuhan, confiantes que la voie vers la conquête totale de la Chine était ouverte. La bataille de Wuhan et l'inondation du fleuve Jaune. Après la chute de Nanjing, le Japon s'attendait à ce que la Chine se rende. Mais le gouvernement de Chiang Kai-shek s'est rapidement installé à Wuhan, une ville stratégique au cœur du pays, située au confluent du fleuve Yangtze et du fleuve Han. Wuhan n'était pas une capitale symbolique, mais un centre industriel, ferroviaire et militaire. La prendre signifiait s'emparer du centre vital de la Chine. Pour éviter un effondrement total, le Kuomintang décida de concentrer toutes ses forces dans cette région. Wuhan est devenu l'épicentre d'une guerre d'usure dans la plus grande bataille d'Asie jusqu'à cette époque, impliquant près d'1 million de soldats. Le haut commandement japonais déploya un plan en tenaille, attaqué par l'est jusqu'au Yangtze avec la marine impériale, tandis que les forces terrestres avançaient depuis le nord à travers l'Anhui et le Henan. L'aviation japonaise a bombardé des accès ferroviaires et des usines d'armement, cherchant à détruire la capacité de résistance de la Chine. Mais Wuhan n'était pas Nanjing. Chiang avait ordonné l'évacuation des machines, des universités et des centres gouvernementaux vers Chongqing avant l'arrivée de l'ennemi. Les industries travaillaient jour et nuit pour produire des armes, des uniformes et des munitions. Les femmes cousent des bandages et des uniformes. Les étudiants s'entraînent avec des fusils en bois et les paysans creusent des tranchées sur les rives des rivières. La propagande chinoise a décrit Wuhan comme « le cœur qui ne doit pas s'arrêter de battre ». Des millions de tracts ont été distribués appelant à la résistance populaire. Pendant ce temps, Mao Zedong envoya la 8e armée de route pour harceler les lignes japonaises par l'arrière. Pour la première fois depuis des siècles, des paysans de toutes les régions se mobilisaient pour soutenir un effort de guerre nationale. Les discours de Chiang proclamaient que résister à Wuhan était résister pour la civilisation elle-même. Le Japon lança son offensive principale en mai 1938. Les soldats avançaient sous des températures extrêmes, portant des mitrailleuses lourdes et des lance-flammes. Le long du Yangtze, les navires de guerre bombardent sans cesse les positions côtières. Mais la Chine avait miné les approches avec des fortifications de fortune, des nids de mitrailleuses et des barricades construites avec des sacs de sable et des wagons renversés. Les premières attaques japonaises ont été accueillies par une défense tenace. L'aviation chinoise, renforcée par des avions soviétiques Polikarpov et des pilotes volontaires étrangers, a réussi à abattre des bombardiers japonais dans le ciel de Wuhan, ce qui était impensable quelques mois plus tôt. Le combat s'est transformé en une guerre d'usure brutale.
Les collines autour de Wuhan changèrent de main plusieurs fois par jour. Les Japonais utilisèrent des attaques au gaz toxique pour déloger les défenseurs. L'infanterie chinoise a répondu par des attaques de banzai inversées, se précipitant sur les positions japonaises en criant « Pour la nation! Pour la famille !» Les pertes ont été dévastatrices. Les eaux du Yangtze étaient pleines de corps. Les villages brûlaient continuellement. Mais la bataille n'était pas décidée. Le Japon avait besoin d'un coup de grâce. C'est à ce moment-là que Chiang Kai-shek a pris une décision qui allait changer à jamais le cours de la guerre et l'histoire du plus ancien fleuve de Chine. Il ordonna la destruction des digues du fleuve Jaune pour ralentir l'avancée japonaise. Le 9 juin 1938, des ingénieurs chinois ont posé des explosifs au barrage de Huaiyuankou, près de Zhengzhou. La détonation a brisé les murs millénaires et libéré l'une des coulées les plus puissantes de la planète. L'eau s'est précipitée dans les plaines orientales avec une force inexorable, inondant des centaines de villages en quelques heures. Le rugissement de la rivière couvrait toute résistance. Des maisons en terre ont été emportées, des rizières ont disparu sous une mer brune et des milliers de personnes ont été emportées par des courants soudains. En quelques jours, plus de 54 000 km² étaient sous l'eau. Les Japonais, pris entre le fleuve en crue et l'artillerie chinoise, sont contraints de battre en retraite. C'est la population civile qui a payé le prix le plus élevé. On estime que plus de 500 000 paysans sont morts de noyades ou de maladies ultérieures. Des millions de personnes ont été déplacées, devenant des réfugiés sans terre ni foyer. Le gouvernement chinois a présenté le déluge comme un sacrifice héroïque, comme ouvrant les veines de la nation pour sauver le cœur. Mais pour de nombreux survivants, il s'agissait d'une catastrophe provoquée par leurs propres dirigeants. Alors que le fleuve Jaune débordait, la bataille à Wuhan se poursuivait. L'armée de l'air japonaise reprend les bombardements avec férocité. Les défenses chinoises commencèrent à s'effondrer progressivement. La chaleur de l'été se mêlait à l'odeur de la poudre à canon et des cadavres en décomposition. Les soldats se sont battus parmi les ruines calcinées. Les hôpitaux de fortune ont été débordés. Les médecins épuisés travaillaient sans anesthésie. Des religieuses des missions étrangères distribuaient de l'eau et du pain aux réfugiés qui arrivaient par vagues interminables. Chiang Kai-shek comprit que Wuhan ne pouvait pas résister éternellement. Mais chaque jour où la ville restait debout était un jour de plus gagné pour réorganiser l'arrière à Chongqing. Les troupes communistes ont utilisé la dévastation de l'inondation pour établir des bases de guérilla. L'armée japonaise, bien que victorieuse, commençait à montrer des signes d'épuisement. Pour capturer Wuhan, le Japon devait mobiliser plus de 350 000 soldats et mener une campagne de 6 mois. Le 25 octobre 1938, les troupes japonaises entrent enfin dans la ville. L'entrée japonaise n'a pas été accueillie avec célébration, mais avec silence. Wuhan était détruite, ses rues étaient des cendres, ses usines étaient vides. Les Japonais avaient gagné la bataille, mais pas la guerre. Chiang ordonna la retraite finale de l'armée vers Chongqing, qui devenait alors la nouvelle capitale de la résistance chinoise. Le fleuve Jaune est resté en crue, recouvrant une grande partie de l'est de la Chine sous une couverture de destruction. Le Japon avait remporté une victoire stratégique, mais en retour, il avait déclenché la guerre de résistance totale. Le gouvernement chinois, loin de se rendre, proclame que la lutte se poursuivra jusqu'au dernier coin du pays. Pour le Japon, la chute de Wuhan aurait dû signifier la fin de la guerre. Pour la Chine, ce n'était que le début d'une longue guerre de résistance qui s'étendrait aux confins de la nation. Le dernier convoi chinois quitte Wuhan tandis que, dans les collines environnantes, des colonnes japonaises hissent le drapeau impérial devant un horizon couvert par les eaux troubles du fleuve Jaune. Les atrocités cachées, les expériences du 731e escadron. Dans le nord-est reculé de la Chine, sur les vastes plaines glacées de la Mandchourie, où le vent d'hiver soufflait comme une lame sans fin, l'armée impériale japonaise a construit l'un des complexes les plus sinistres de l'histoire moderne. Elle était officiellement connue sous le nom d'unité de prévention des épidémies et de purification de l'eau de l'armée du Guandong, mais son vrai nom, chuchoté par les prisonniers et les soldats, était Escadron 731. Là, sous le commandement du général Shiro Ishii, un brillant médecin et un fervent admirateur de l'empereur, un programme secret de guerre biologique a été développé dont l'objectif n'était pas de rechercher des maladies pour les guérir, mais de les perfectionner,
pour exterminer des populations entières. Shiro Ishii avait été envoyé en Europe dans les années 1920 pour observer les avancées scientifiques occidentales. Il est revenu convaincu que la guerre du futur ne serait pas gagnée avec des balles ou des canons, mais avec des bactéries. Pour lui, la vie humaine était un matériau expérimental et une science, un instrument du destin impérial japonais. En 1932, elle a obtenu l'autorisation de construire des installations à Pingfang, près de Harbin. Le complexe était vaste, plus de 6 km² de laboratoires, de cellules de confinement, de chambres froides, d'incinérateurs et de champs d'essai en plein air. Entouré de barbelés électrifiés et de gardes armés, Pingfang n'existait sur aucune carte officielle de l'Empire. Les prisonniers étaient appelés Maruta, rondins de bois. C'est ainsi que les chercheurs les ont appelés, les dépouillant de leur humanité. Personne n'en est sorti vivant. La plupart étaient chinois, mais il y avait aussi des Coréens, des Mongols, des Soviétiques et même des civils alliés capturés dans le Pacifique. Chacun a été assigné à une expérience. Les chercheurs n'ont pas utilisé d'anesthésie. Les dissections ont été effectuées avec le patient conscient, tout en enregistrant la réaction du corps humain aux maladies, aux plaies et aux températures extrêmes. L'une des expériences les plus fréquentes consistait à congeler les membres des prisonniers. Leurs bras ont été immergés dans de l'eau glacée ou exposés à l'air inférieur à 0 jusqu'à ce que la peau devienne blanche et croustillante comme de la porcelaine. Les médecins tapaient ensuite sur le membre avec un bâton pour écouter le bruit de la glace à l'intérieur des muscles. Le membre a ensuite été décongelé avec du feu ou de l'eau chaude pendant que les chercheurs notaient chaque spasme et réaction du tissu. Tout a été méticuleusement enregistré. Chaque battement de cœur, chaque gémissement était un fait scientifique. Les maladies infectieuses étaient au cœur du programme. La peste bubonique, l'anthrax, le typhus et le choléra ont été inoculés directement dans le système circulatoire des prisonniers. Certains ont été attachés à des piquets et exposés à des bombes remplies de puces infectées, lâchées par des avions pour tester leur dispersion dans des conditions de combat réelles. Les prisonniers mouraient en quelques jours, parfois en quelques heures. Lorsqu'ils ont finalement expiré, leurs organes ont été prélevés pour étudier les effets internes. Ishii était à la recherche d'une bombe bactériologique parfaite, capable d'anéantir les armées et les villes sans avoir besoin de déployer des soldats. Dans d'autres sections du complexe, des armes chimiques ont été expérimentées. Du gaz moutarde, du phosgène et de la léwisite ont été libérés sur des groupes de prisonniers dans des chambres fermées ou des camps clôturés. Les réactions des poumons, de la peau et des yeux ont été étudiées. Les victimes ont été laissées à l'agonie sous le soleil de Mandchourie, tandis que les médecins prenaient des notes. Les expériences comprenaient également des transmissions vénériennes forcées, des grossesses provoquées et des accouchements dans des conditions de laboratoire, dans le but d'étudier l'hérédité des maladies et la transmission verticale des infections. Shiro Ishii a également ordonné des expériences explosives. Les prisonniers étaient attachés à des poteaux et entourés de grenades ou de bombes pour déterminer le rayon létal et la pression des ondes de choc sur les organes humains. Dans certains cas, de nouvelles armes conçues par des ingénieurs militaires ont été utilisées. Les corps ont ensuite été analysés sur des tables en acier inoxydable. Les médecins portèrent des blouses blanches alors qu'ils discutaient des taux de mortalité comme s'ils discutaient d'une formule mathématique. À l'extérieur du laboratoire, le 731e escadron a transformé des villages entiers en terrain d'essai. Des avions japonais ont largué des puces infectées par la peste sur des villages chinois pour étudier la propagation de la maladie. En 1940, dans la région de Ningbo, l'une des premières attaques biologiques documentées de l'histoire a eu lieu. Les habitants commencèrent à mourir dans des convulsions avec des bubons noirs sous les aisselles et le cou. Les autorités chinoises n'ont pas compris la cause au départ. L'épidémie s'est propagée en quelques jours. Les rapports japonais ont célébré l'efficacité exceptionnelle de l'opération. Ishii prévoyait d'intensifier les attaques pour les déployer contre des villes entières d'Asie du Sud-Est et finalement même contre les États-Unis. Dans les tunnels souterrains de Pingfang, les fours crématoires travaillaient sans relâche. Les corps ont été réduits en cendres pour effacer toutes les preuves. À mesure que la guerre s'intensifiait, le 731e escadron s'est élargi en unités sœurs, telles que le 1644e à Nanjing et le 100e à Changchun, tous dédiés à la recherche biologique et chimique.
On estime que plus de 10 000 personnes sont mortes directement à l'intérieur du complexe et des centaines de milliers d'autres des suites d'attaques bactériologiques déployées dans le nord de la Chine. Aucune des victimes n'a été enterrée, aucun d'entre eux n'avait de nom. Lorsque la guerre commença à pencher en faveur des Alliés, Ishii reçut l'ordre de détruire toutes les installations. En août 1945, alors que l'armée rouge s'approchait de la Mandchourie, des soldats japonais dynamitèrent des bâtiments, exécutèrent des prisonniers survivants et libérèrent du gaz pour éliminer les dernières preuves. Ishii ordonna que les derniers prisonniers soient exécutés avec des injections de cyanure. Les flammes ont englouti le laboratoire principal. Des cendres s'élevaient dans l'air glacé de la Mandchourie, se mêlant à la fumée d'un empire en train de s'effondrer. Shiro Ishii s'enfuit vers le sud, déguisé en officier subalterne. Il a été capturé par les troupes américaines au Japon. Les preuves des crimes de l'escadron 731 ont lentement commencé à émerger. Mais les documents scientifiques produits à Pingfang étaient considérés comme d'une grande valeur par les services de renseignement américains. Dans une négociation secrète, Ishii et ses collaborateurs ont remis toutes les informations sur la guerre biologique au gouvernement américain en échange de l'immunité. Aucun d'entre eux n'a été jugé pour crime de guerre lors des procès de Tokyo. Les enquêteurs du 731e escadron sont retournés à leur vie. Certains sont devenus des médecins prestigieux. D'autres occupaient des postes universitaires ou industriels. Les expériences qui avaient détruit des milliers de vies ont été classées comme des informations stratégiques par les États-Unis pendant la guerre froide. Dans les champs de Mandchourie, pas plus tard qu'en 1946, des paysans ont trouvé des os blanchis émergeant du sol lorsque le dégel de l'hiver a exposé ce qui avait été enterré à la hâte dans la neige. La résistance chinoise et la guérilla communiste. Après la chute de Wuhan et la dévastation causée par la crue du fleuve Jaune, il semblait que l'avancée japonaise ne trouverait aucune limite. Cependant, face à l'effondrement du front conventionnel, une nouvelle phase de la guerre commence à prendre forme, la résistance de l'ombre menée non pas par des divisions régulières, mais par des milices rurales organisées par le Parti communiste chinois. Mao Zedong, installé au pied montagneux de Yan'an, a compris que la guerre ne serait pas gagnée par des batailles décisives, mais par une campagne prolongée visant à épuiser l'ennemi au fil du temps, en le saignant lentement dans chaque village, sur chaque pont, sur chaque route. L'armée japonaise pouvait conquérir des villes, mais elle ne pouvait pas contrôler un continent entier si la campagne devenait un labyrinthe hostile. La guérilla communiste a commencé par de petites opérations, destruction de chemins de fer, embuscades nocturnes, attaques éclairs contre des détachements isolés. Les miliciens se déplaçaient comme des paysans le jour et des combattants la nuit. Ils ont utilisé le terrain à leur avantage. Des tunnels enfouis sous des champs de sorgho, des grottes reliées par des passages secrets, des réseaux de messagers à pied. En 1939, Mao a exposé sa théorie de la guerre prolongée, expliquant que le Japon avait une force militaire mais un manque de ressources humaines et logistiques, tandis que la Chine avait le contraire. Sa stratégie était de gagner du temps, économiser des forces et préparer la contre-offensive finale. Chaque combat devait avoir un but, épuiser l'ennemi, lui arracher le contrôle psychologique du territoire. Les régions rurales sous domination japonaise ont commencé à se transformer en zones communistes. Les villages organisaient des comités d'autogouvernement où les paysans participaient à des assemblées, redistribuaient les terres et établissaient des écoles et des hôpitaux rudimentaires. La population paysanne, qui avait vécu pendant des siècles opprimée par les propriétaires terriens, a commencé à percevoir les communistes non seulement comme des soldats, mais comme des dirigeants alternatifs. Mao renforça son pouvoir politique par une discipline stricte. Chaque soldat devait payer pour ce qu'il prenait au peuple. Le viol, le pillage et les mauvais traitements étaient interdits. Chaque unité de guérilla devait gagner les cœurs et les esprits. En 1940, le Parti communiste lance son offensive la plus ambitieuse à ce jour, la campagne des 100 régiments, menée par le général Peng Dehuai. Plus de 400 000 hommes ont été impliqués dans 200 fronts de combat s'étendant à travers le Hebei, le Shaanxi et le Henan. Les guérilleros coupèrent les chemins de fer, détruisirent les ponts, attaquèrent les garnisons japonaises et sabotèrent les dépôts de ravitaillement. C'était une attaque si massive et coordonnée qu'elle a surpris même le haut commandement communiste. Pendant plusieurs semaines, les Japonais perdirent le contrôle de vastes zones du nord.
le général Okamura Yasuji, en charge de la répression, a rapporté que l'ennemi n'est plus une armée, mais un océan humain qui se disperse lorsque nous l'attaquons et revient nous frapper dans le dos. Tokyo a réagi avec brutalité. En 1941, l'armée japonaise a lancé l'opération Sanko Sakusen, également connue sous le nom de politique « tuer tout brûler, tout voler ». Les unités japonaises ont reçu l'ordre de détruire tout ce qui pouvait soutenir les guérilleros. Des villages entiers ont été brûlés, des récoltes ont été brûlées, des puits ont été pollués. Les troupes japonaises encerclaient les zones rurales, concentraient la population dans des camps d'internement et exécutaient toute personne soupçonnée de collaborer avec les communistes. On estime que plus de 2 millions de civils sont morts de faim, d'exécution ou de maladie. Mais loin de briser la résistance, cette campagne intensifia le ressentiment des paysans contre le Japon et augmenta le soutien aux guérillas. La guérilla est devenue une guerre de l'information. Les unités communistes ont mis en place des réseaux de renseignement qui transmettaient les mouvements japonais par des signaux avec des drapeaux, des miroirs ou même des chansons folkloriques adaptées avec des messages codés. Sur les routes rurales, un chariot renversé ou un enfant jouant avec un cerf-volant pourrait indiquer la présence d'une patrouille ennemie. Les Japonais, habitués aux batailles conventionnelles, s'immergent dans un labyrinthe où chaque colline peut cacher un tireur d'élite et chaque village une caserne invisible. Yan'an est devenu le centre idéologique de la résistance. Alors que le Kuomintang gouvernait à partir de Chongqing avec difficulté, le Parti communiste a établi une structure politique solide dans les zones rurales. Des écoles de cadres, des académies militaires et des théâtres ont été construits où des pièces révolutionnaires ont été jouées. L'imprimerie clandestine reproduisait les discours de Mao, qui circulaient dans des brochures dans toute la Chine. La guerre n'était plus seulement une lutte pour le territoire, mais pour l'âme du pays. Les nuits de Yan'an, sous des lampes à huile, Mao rédige ses essais sur la stratégie et le pouvoir, déclarant que « l'ennemi avance, nous battons en retraite. L'ennemi s'arrête, nous le harcelons. L'ennemi se fatigue, nous attaquons. L'ennemi bat en retraite, nous le poursuivons. » Les guérilleros communistes se sont également infiltrés derrière les lignes japonaises pour établir des réseaux d'approvisionnement et d'espionnage. Les paysans sont devenus des soldats invisibles. Les femmes ont joué un rôle crucial en tant que messagères, infirmières et combattantes. Dans de nombreux villages, les écoles traditionnelles ont été remplacées par des salles de classe où les enfants apprenaient à lire tout en apprenant des tactiques de camouflage. La guerre a transformé la vie civile en vie militaire. L'armée japonaise, incapable de faire la distinction entre combattants et civils, intensifie la répression. Les villages ont été fortifiés avec des barbelés et transformés en villages concentrés. Les paysans étaient forcés de travailler pour les Japonais sous surveillance constante. Mais même au sein de ces camps, la résistance a persisté. Les guérilleros ont creusé des tunnels pour s'échapper ou apporter des armes. Les Japonais ont réagi en les remplissant de gaz, mais les tunnels se sont multipliés sous terre. La guérilla a eu un impact psychologique dévastateur sur les soldats japonais. Des offensives éclairs, des mines improvisées sous les routes rurales et des attaques nocturnes sans avertissement sapèrent le moral des troupes. Les responsables japonais ont écrit dans leur rapport que l'ennemi est partout et nulle part. L'Empire avait conquis des villes, mais il ne pouvait pas contrôler les campagnes. En 1943, Mao convoqua la Septima Conferencia del Partido Comunista à Yan'an. Il savait que la guerre contre le Japon entrait dans une nouvelle phase et que la résistance communiste consolidait sa position de future puissance décisive. La guérilla avait réussi ce que le Kuomintang n'avait pas réussi à faire, transformer l'invasion étrangère en révolution interne. La base communiste s'est développée tandis que le Kuomintang s'étirait. Mao a déclaré publiquement que le Japon sera vaincu, mais la lutte pour le destin de la Chine ne fait que commencer. Dans les collines du Shaanxi, des colonnes de fumée s'élevaient d'un village incendié par les troupes japonaises, tandis que, à quelques kilomètres de là, des guérilleros communistes disparaissaient dans les champs de sorgho en préparation de leur prochaine attaque. Le rôle des États-Unis de l'indifférence au soutien total, 1941. Au cours des premières années du conflit sino-japonais, les États-Unis considéraient la guerre d'un point de vue stratégique. Washington considérait la Chine comme un pays géographiquement éloigné.
politiquement instable et militairement faible. Le Japon, quant à lui, était considéré comme un acteur moderne, doté d'une puissance navale, d'une influence économique et d'une relation commerciale étroite avec les États-Unis. Depuis les années 1920, les entreprises américaines avaient investi dans l'industrie japonaise et l'Empire du Soleil Levant était un important acheteur de pétrole, de ferraille et de machines américains. L'intérêt prédominant à Washington n'était pas moral mais économique. Maintenir la stabilité en Asie afin de garantir l'ouverture des marchés dans le cadre de la politique de la porte ouverte. Cependant, alors que le Japon avançait violemment à travers la Chine, rasant des villes, détruisant des églises chrétiennes et exécutant des civils, les perceptions américaines ont commencé à changer. Des rapports envoyés par des missionnaires protestants de Nanjing et de Shanghai décrivaient en détail les atrocités. Des photographies et des journaux intimes ont révélé des exécutions massives, des viols et des tortures systématiques. Le massacre de Nanjing choque l'opinion publique américaine. Le président Franklin D. Roosevelt, qui considérait l'expansion japonaise comme une menace pour l'ordre international, commença à explorer les voies de pression économique. En 1938, les États-Unis ont instauré un embargo partiel sur les exportations militaires vers le Japon. Dans le même temps, il a autorisé la vente d'armes à la Chine sous l'argument de la défense morale. Roosevelt approuva des crédits spéciaux pour le gouvernement de Chiang Kai-shek et facilita l'expédition d'avions, de camions et de fournitures médicales. Mais l'aide était limitée. La Chine était isolée par la terre et la mer. Les voies maritimes étaient bloquées par la marine japonaise et l'accès terrestre principal était contrôlé depuis 1939, lorsque le Japon occupait les principales voies orientales. Le gouvernement chinois a déplacé sa capitale à Chongqing dans l'intérieur montagneux du pays, loin de la portée des bombardiers japonais à long rayon d'action. Cependant, le Japon a rapidement attaqué cette région également. En 1939, le bombardement systématique de Chongqing commence. Des avions bimoteurs Mitsubishi G3M ont largué des bombes incendiaires qui ont transformé les toits en bois en gigantesques feux de joie. Des milliers de civils ont cherché refuge dans des grottes où ils sont morts asphyxiés par la fumée. Des images de Chongqing en flammes sont parvenues aux États-Unis par le biais de la presse internationale. Roosevelt a commencé à décrire la guerre en Chine comme faisant partie d'un conflit idéologique mondial entre les démocraties et les empires. En avril 1941, un symbole de l'engagement américain envers la Chine est créé. Les Flying Tigers, une unité aérienne composée de pilotes volontaires américains sous le commandement du général Clair-Lee Chennault. Ils opéraient sous pavillon chinois avec des avions Curtiss P-40 décorés de mâchoires de requin peintes sur le nez. Leur mission était d'intercepter les bombardiers japonais et de protéger la route aérienne au-dessus de l'Himalaya, connue sous le nom de The Hump. C'était l'une des routes aériennes les plus dangereuses au monde, traversant des blizzards, des montagnes de plus de 5000 mètres d'altitude et des courants d'air imprévisibles. Chaque vol représentait une bataille contre la nature comme contre l'ennemi. L'aide américaine a également commencé à arriver par la route birmane, un étroit couloir terrestre reliant Rangoon à Kunming. De là, des caravanes de camions chargés d'armes, de munitions et de nourriture ont traversé les routes de montagne vers l'intérieur de la Chine. Des travailleurs chinois, dont beaucoup de civils non formés, élargissaient les routes sous les bombardements constants. Chaque kilomètre de route coûte des vies. Le corridor birman est devenu l'artère vitale de la résistance chinoise. Pendant ce temps, le Japon a continué à se développer. L'invasion de l'Indochine française en 1940 alarma Washington. Le Japon se rapprochait dangereusement des colonies britanniques et néerlandaises et menaçait l'approvisionnement en étain, en caoutchouc et en pétrole de l'Asie du Sud-Est. Les États-Unis réagirent en gelant les avoirs japonais sur le sol américain et en instaurant un embargo total sur le pétrole en juillet 1941. Sans cette ressource, la machine de guerre japonaise s'arrêterait en quelques mois. Pour les faucons du gouvernement japonais, la conclusion était claire. Ils devaient s'emparer de force des ressources de l'Asie du Sud-Est avant que l'embargo ne les étrangle complètement. Le 7 décembre 1941, le Japon attaqua la base navale américaine de Pearl Harbor. Le lendemain, les États-Unis déclarent la guerre au Japon. Le conflit sino-japonais est officiellement entré dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. La Chine, qui avait résisté seule depuis 1937,
est aujourd'hui devenu l'un des 4 grands alliés avec les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni. L'entrée en guerre des États-Unis a transformé le scénario. Washington créa l'administration chinoise de secours et de réhabilitation et envoya des conseillers militaires directement à Chongqing. Le ciel de la Chine a commencé à se remplir d'avions cargo C-47 et B-24 transportant tout, des fournitures aux parachutistes pour des opérations secrètes. Claire Chénault a été promue et placée au commandement de la 14e armée de l'air américaine en Chine. Depuis des bases secrètes à Guilin et Kunming, leurs pilotes attaquèrent les lignes d'approvisionnement japonaises, détruisant des ponts et des trains. L'armée japonaise, qui jusque-là avait dominé l'aviation, commença à perdre sa supériorité aérienne. Chiang Kai-shek est devenu un allié stratégique de Roosevelt. Sa femme, Sung Mei-ling, éduquée aux États-Unis, a prononcé un discours historique devant le Congrès américain en février 1943, appelant à la solidarité et décrivant la Chine comme le premier front de la liberté contre le totalitarisme. Elle a reçu une ovation debout. Sous la surface, cependant, les tensions grandissaient entre Washington et Chongqing. Les conseillers américains ont critiqué la corruption au sein du Kuomintang, l'inefficacité logistique et le détournement des approvisionnements. En même temps, de nombreux observateurs ont commencé à remarquer que, tandis que l'armée nationaliste s'affaiblissait, l'armée communiste grandissait tranquillement. La relation entre les États-Unis et la Chine devenait complexe, mais le soutien militaire était indéniable. En 1942, la Ledo Highway, qui reliait l'Inde à la Chine à travers la jungle birmane, a été rouverte. La route aérienne himalayenne, The Hump, est devenue la voie la plus dangereuse mais indispensable pour l'acheminement du carburant d'aviation. Chaque baril transporté représentait la différence entre la défense chinoise et son effondrement. Alors que les pilotes américains décollaient à l'est de l'Assam, les moteurs rugissaient contre le vent glacial de l'Himalaya, sachant que plus d'un ne reviendrait pas. Sur le tarmac, une cargaison d'armes et de quinine attend son tour pour s'envoler vers la ville de Kunming, où le front chinois se prépare à résister à la prochaine offensive japonaise. Opération Ichigo, la dernière offensive japonaise en Chine, 1944. Au printemps 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale atteignait son point critique, l'Empire japonais décida de lancer la plus grande opération terrestre de son histoire, l'opération Ichigo. L'objectif était à la fois ambitieux et désespéré. Le Japon fait face à l'avancée des États-Unis dans le Pacifique, à la pression des Britanniques en Birmanie et à l'isolement croissant de ses forces en Chine. Pour renverser la situation, le haut commandement japonais élabora un plan visant à ouvrir un couloir terrestre de la Mandchourie à l'Asie du Sud-Est, permettant de déplacer les troupes et les ressources sans dépendre de la mer, où la marine impériale était en train d'être vaincue. Dans le même temps, il cherchait à détruire les bases aériennes américaines au plus profond de la Chine, d'où les bombardiers B-29 menaçaient d'attaquer directement l'archipel japonais. L'opération a impliqué plus de 500 000 soldats japonais, soutenus par des chars, de l'artillerie et des unités aériennes. C'était une concentration de forces jamais vue auparavant sur le front chinois. L'offensive est divisée en 3 phases. La capture du Henan pour ouvrir la voie vers le sud, la prise de Changsha et Changde dans le Hunan, et enfin l'avancée vers le Guangxi pour faire le lien avec les forces japonaises stationnées en Indochine. S'il réussissait, le Japon consoliderait sa domination sur la Chine centrale et forcerait peut-être Chiang Kai-shek à se rendre. L'armée nationaliste chinoise, affaiblie par des années de guerre et en proie à la corruption interne, n'était pas en mesure d'arrêter l'assaut. Chiang comptait sur la protection aérienne américaine, mais l'offensive japonaise avançait rapidement, détruisant des pistes d'atterrissage, des ponts et des lignes de chemin de fer avant que les forces alliées ne puissent réagir. La première phase a commencé en avril 1944, avec des attaques massives dans la province du Henan. Les défenses chinoises se sont effondrées en quelques jours. Les soldats japonais, endurcis par des années d'occupation, avançaient à travers des champs de blé nouvellement fleuris, laissant derrière eux des panaches de fumée et des villages détruits. L'effondrement du Henan a déclenché un exode humain sans précédent. Des centaines de milliers de civils ont fui vers l'ouest, traversant les rivières à pied, transportant des enfants et des personnes âgées dans des brouettes de fortune.
Des officiers américains accompagnant l'armée chinoise ont rapporté des scènes de désespoir. Chennault, commandant de la 14e armée de l'air américaine en Chine, demande des renforts aériens stratégiques, mais Washington concentre ses ressources principalement sur le front du Pacifique. Chiang Kai-shek envoya des télégrammes désespérés à Roosevelt, déclarant que si la Chine tombait, des millions de soldats japonais seraient libérés pour combattre les États-Unis et le Royaume-Uni. La deuxième phase de l'offensive s'est concentrée sur les provinces du Hunan et du Jiangxi. La ville de Changsha, qui avait résisté à 3 tentatives de capture précédentes, tomba finalement le 18 juin 1944. Les Japonais avaient tiré les leçons de leurs défaites passées et appliqué des tactiques enveloppantes qui coupaient les routes d'approvisionnement chinoises. La ville a été rasée. Les troupes japonaises exécutent des prisonniers, réquisitionnent de la nourriture et expulsent la population civile. De Changsha, l'armée japonaise se dirigea vers le sud avec une férocité croissante. Au fur et à mesure que les colonnes avançaient, les Japonais reconstruisirent les chemins de fer au fur et à mesure qu'ils conquéraient du territoire, utilisant des milliers de travailleurs chinois forcés de travailler sous garde armée. Beaucoup sont morts sur les chantiers de construction. En quelques semaines, la ligne de chemin de fer entre Zhengzhou et Changsha fut reliée sous contrôle japonais. L'avancée terrestre, lente mais implacable, suit le rythme d'un engrenage impérial qui refuse de s'arrêter malgré la pénurie croissante de ravitaillement. À l'été 1944, l'offensive entre dans sa 3e phase, se dirigeant vers le sud en direction de la province du Guangxi. L'objectif ultime était de prendre Liuzhou et Guilin, villes stratégiques d'où les bombardiers américains opéraient. Dans le même temps, le Japon voulait relier ses forces stationnées dans le nord de l'Indochine, créant un corridor continu de la Corée au Vietnam. L'opération ne visait plus seulement à détruire des bases aériennes, elle cherchait à couper le pays en deux et à étouffer définitivement le gouvernement nationaliste. Chiang Kai-shek a reçu l'ordre de résister jusqu'au dernier homme, mais les unités chinoises étaient affaiblies et mal approvisionnées. De nombreuses divisions n'avaient que des armes légères et manquaient d'appui aérien. En septembre 1944, les forces japonaises encerclèrent Guilin. Les civils ont creusé des tranchées dans les cours d'école. Des officiers chinois formés par les États-Unis défendaient la ville bâtiment par bâtiment, mais le nombre de soldats japonais dépassait celui de 10 contre 1. Guilin tomba le 10 novembre. La chute de Liuzhou s'ensuivit quelques jours plus tard. Les forces japonaises avaient avancé de plus de 1500 km, reliant leur position en Mandchourie à l'Asie du Sud-Est. Bien que le Japon ait atteint son objectif territorial, l'offensive a eu des conséquences stratégiques dévastatrices. Pour conquérir autant de villes, l'armée japonaise avait poussé ses lignes d'approvisionnement à l'extrême. Les routes étaient en proie à des attaques constantes de guérillas communistes et nationalistes. Les ponts ont été dynamités quelques heures seulement après leur construction. Des trains ont été attaqués par des avions américains. La maladie, la faim et la fatigue ont commencé à affecter les soldats japonais. De plus, la conquête du territoire chinois n'a pas arrêté les bombardements américains. Face à la chute des bases en Chine, les États-Unis déplaçaient leurs bombardiers B-29 aux îles Mariannes. De là, des avions ont décollé au cœur de l'Empire japonais, embrasant Tokyo et des dizaines de villes lors d'attaques nocturnes. L'opération Ichigo avait réussi à chasser les Américains de l'intérieur de la Chine, mais elle n'avait pas arrêté l'attaque finale contre le Japon. Alors que les colonnes japonaises s'arrêtent dans le sud de la Chine, les bombardiers américains commencent à couvrir le ciel du Pacifique. Pour la Chine, l'offensive a été dévastatrice. L'armée de Chiang Kai-shek a perdu plus de 400 000 soldats tués, blessés et désertés. Le moral est tombé à des niveaux critiques. La population civile est soumise à de nouvelles vagues de violence. Le réseau ferroviaire passa sous contrôle japonais et une grande partie du territoire central du pays fut coupée de la capitale provisoire de Chongqing. Cependant, le contrôle japonais était superficiel. Pendant la nuit, les guérilleros communistes attaquèrent les gares et assassinaient les officiers japonais dans leur sommeil. Les paysans cachaient de la nourriture et collaboraient avec les insurgés. En janvier 1945, les troupes japonaises atteignent la ville de Zunyi, la dernière étape de l'offensive. De là, ils prévoyaient d'avancer vers Kunming pour couper définitivement les lignes d'approvisionnement alliées. Mais le temps était compté.
Les États-Unis avaient capturé les Philippines et la flotte japonaise était sur le point de s'effondrer. Les commandes en provenance de Tokyo ont commencé à changer. L'objectif n'était plus la conquête, mais de résister le plus longtemps possible à l'avancée des Alliés. Les colonnes japonaises qui avaient traversé la Chine par le nord commencèrent à se retrancher dans les villes capturées, entourées d'une mer de résistance chinoise, ignorant que l'attaque soviétique sur la Mandchourie et les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki annoncèrent la fin de toutes les offensives impériales. La défaite japonaise et l'amère victoire de la Chine, 1945. À l'été 1945, l'Empire japonais était confronté à un effondrement irréversible. Les villes de l'archipel brûlaient sous les bombardements américains. La marine impériale avait été détruite aux Philippines et à Okinawa. En Asie du Sud-Est, les troupes japonaises s'isolent dans les jungles et les montagnes sans ravitaillement. Cependant, en Chine, l'armée impériale occupait toujours des positions clés en Mandchourie, dans le nord de la Chine et dans la vallée du Yangtze. Tokyo était convaincu qu'il pourrait encore négocier une paix honorable s'il conservait des territoires en Asie continentale. Pour renforcer ce contrôle politique, Tokyo maintint un gouvernement fantoche à Nanjing, dirigé par Wang Jingwei, un ancien membre du Kuomintang qui avait rompu avec Chiang Kai-shek et avait accepté de coopérer avec le Japon. Wang Jingwei, physiquement affaibli par une maladie en phase terminale, dirigeait une ville fantôme dominée par l'armée japonaise. Son administration était une façade conçue pour montrer au monde que le Japon n'était pas un envahisseur, mais un libérateur de l'Asie de l'Est. Mais le peuple chinois ne le considérait pas comme un leader, mais comme un traître. Alors que le gouvernement collaborationniste s'effondrait, Chiang Kai-shek de Chongqing préparait le retour symbolique de l'autorité nationaliste dans les zones occupées. Dans le même temps, Mao Zedong continuait à consolider son contrôle dans le nord rural. La guerre contre le Japon touchait à sa fin, mais la nouvelle confrontation pour le contrôle de la Chine se préparait déjà. Le 6 août 1945, les États-Unis ont largué une bombe atomique sur Hiroshima. 3 jours plus tard, le 9 août, une autre explose au-dessus de Nagasaki. En quelques secondes, les deux villes ont été réduites en cendres. L'impact psychologique a été dévastateur. Mais avant même que la deuxième bombe ne tombe, un autre coup décisif s'est produit. Le 9 août, l'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon et a lancé une offensive éclair sur la Mandchourie. L'armée rouge a mobilisé plus d'1,5 million de soldats, soutenus par des chars T-34 et l'aviation tactique. Les fortifications japonaises, qui avaient pris des années à construire, ont été surmontées en quelques jours. L'armée du Guandong, considérée comme l'une des forces les plus prestigieuses de l'Empire japonais, s'est effondrée face à l'avancée soviétique. Les troupes japonaises tentent de tenir dans des villes telles que Harbin, Mukden et Changchun, mais sont encerclées. Dans de nombreux cas, les commandants japonais ont ordonné une reddition immédiate pour éviter les massacres. Les bases secrètes du 731e escadron ont été détruites à la hâte. Les policiers ont brûlé des documents et exécuté des prisonniers pour effacer des preuves. Les soviétiques avancèrent vers le sud, franchirent la Grande Muraille et entrèrent en territoire chinois occupé. L'impact de l'attaque soviétique a été immédiat. Le 14 août, l'empereur Hirohito enregistra un message radio annonçant la reddition inconditionnelle de l'Empire japonais. Dans ces mots, il a déclaré qu'il devait endurer l'insupportable pour sauver son peuple. Le 15 août, des millions de Japonais entendirent pour la première fois la voix de l'empereur. En Chine, le même jour, les cloches des temples ont commencé à sonner. Les sirènes ont retenti et les drapeaux nationaux sont réapparus dans les villes occupées. Mais il n'y a pas eu de célébration unifiée. Les troupes nationalistes et communistes ont immédiatement commencé à se déplacer pour occuper des positions stratégiques avant l'autre camp. À Nanjing, l'autorité japonaise s'est effondrée du jour au lendemain. Les responsables du gouvernement fantoche de Wang Jingwei, dont beaucoup étaient encore vêtus de costumes de cérémonie, ont tenté de fuir vers le Shanghai ou se rendre aux Alliés. Wang était mort quelques mois plus tôt au Japon, loin de la ville qu'il avait gouvernée sous l'occupation. Ses ministres ont été arrêtés par les forces nationalistes. Chiang Kai-shek déclara qu'il serait jugé pour trahison. La population locale est sortie de chez elle pour assister à la chute du régime collaborationniste, non pas avec jubilation, mais avec un silence qui reflétait 8 années de terreur accumulée.
Les troupes japonaises commencèrent à rendre leurs armes lors de cérémonies officielles supervisées par des représentants du Kuomintang et du Parti communiste. Dans de nombreux cas, les commandants communistes exigeaient la reddition directement dans les villages, tandis que les nationalistes négociaient dans les grandes villes avec les officiers japonais. La rivalité a éclaté immédiatement. Chaque arme rendue par un soldat japonais était une arme potentielle pour la prochaine guerre entre Chinois. Les Américains ont transporté par avion les troupes nationalistes vers le nord pour empêcher les communistes de prendre le contrôle de la Mandchourie. Staline, pour sa part, a permis aux communistes d'occuper les arsenaux japonais abandonnés. Dans les villes libérées, les survivants quittaient les abris anti-bombes. Les hôpitaux étaient remplis de civils qui avaient souffert des bombardements et de la famine pendant des années. Les rues étaient couvertes de banderoles proclamant la victoire, mais le pays était épuisé. Plus de 20 millions de Chinois sont morts depuis 1937. Des milliers de villages avaient été détruits. Le système ferroviaire s'est effondré. Les récoltes avaient été anéanties. Le gouvernement de Chiang Kai-shek a dû faire face à des révoltes internes, à une inflation incontrôlée et à un peuple appauvri. Entre-temps, la base communiste s'était développée pendant la guerre, établissant des gouvernements parallèles dans de vastes régions rurales. Le 9 septembre 1945, dans la ville de Nanjing, la cérémonie officielle de capitulation japonaise a eu lieu sur le territoire chinois. Le général Yasuji Okamura, chef des forces japonaises en Chine, signe la capitulation devant le général He Yingqin, représentant du gouvernement nationaliste. Sur la table, recouverte du drapeau de la République de Chine, les documents de reddition ont été placés. Les officiers japonais, debout en silence, rendirent leurs épées de cérémonie. C'était un acte solennel, sans acclamation, sans discours triomphaliste. La guerre en Chine a officiellement pris fin à ce moment-là. Mais pendant que les documents étaient signés, les colonnes de l'armée rouge continuaient d'avancer en Mandchourie et les forces communistes chinoises s'emparaient des arsenaux japonais à Changchun et à Mukden. Les gares étaient remplies de troupes nationalistes transportées par des avions américains. À Yan'an, Mao Zedong a convoqué son comité central pour préparer la phase suivante. La victoire sur le Japon n'a pas apporté la paix, cela a apporté un nouveau champ de bataille. Dans les rues de Chongqing, Chiang Kai-shek regardait les télégrammes contenant des rapports de reddition, tandis qu'au nord, des drapeaux rouges flottaient sur les anciennes garnisons japonaises en Mandchourie.